Les années 60, c'était des années optimistes. C'était une époque où tout pouvait arriver. Hallo, Orion. Une ère de grands changements. On n'arrêtait pas le progrès technique. Nous étions des pionniers. Une croyance fantastique dans les possibilités du futur. C'était le futur et c'est devenu le passé. Tout a commencé en 1957 avec Spoutnik. Ces fameux signaux sonores ont mis toute la planète en ébullition. Manifestement, les Soviétiques avaient gagné la course à l'espace. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. Le 4 octobre 1957, l'URSS met en orbite le premier satellite artificiel de l'histoire, Spoutnik 1. Son célèbre signal radio annonce l'avènement de l'ère spatiale. Et c'est dans son sillage que les années 60, plus qu'aucune autre décennie, vont se passionner pour le futur. L'Union soviétique a pris les États-Unis de vitesse. Les Américains sont sous le choc. Spoutnik vient de déclencher la course à l'espace. À ce moment-là, on était en pleine guerre froide. Et bien entendu, les médias étaient mobilisés dans cette affaire. La course à la suprématie s'est pour ainsi dire transportée dans l'espace. On s'y est livré de terribles batailles. La course à l'espace est avant tout une compétition technologique. Les premiers systèmes d'armes mis au point pendant la Seconde Guerre mondiale ont donné naissance aux fusées. Elles ont désormais une nouvelle mission, conquérir le cosmos. Les Américains sont au pied du mur. En réponse à Spoutnik, ils lancent leur satellite Vanguard, avant même d'achever les tests de sa fusée. In America, however, there were only a few dedicated men who believed in space. In desperation, the United States looked to the Vanguard. Nearly 200 newsmen from all over the world were flown down for the big turkey shoot. At the launching site, they were given a play-by-play account. They witnessed each tiny detail of the usually top-secret preparation. America's prestige had never been lower than at this moment, 11:45 a.m., December 6, 1957. Dessiner les tendances de demain, appréhender les promesses de l'avenir, c'est le métier et le quotidien de Matthias Orks. Il vit avec sa famille dans la Future Evolution House, une habitation expérimentale installée dans les environs de Vienne. C'est l'un des plus grands futurologues du monde germanophone. Je suis un enfant des années 60. Et quand on est un garçon un peu solitaire, un peu rêveur, on est naturellement attiré par tout ce qui ressemble à une utopie. C'était une époque tournée vers l'avenir, une période d'accélération à bien des égards. Et ça m'a marqué.
Les décollages de fusées deviennent des spectacles médiatiques. Le futur a commencé. Le futur, c'était cette contrée merveilleuse, éclairée, lumineuse, rationaliste, techniciste, où tous les problèmes seraient résolus, dans laquelle toutes les angoisses humaines viendraient à disparaître. C'était une terre de promesses. Et finalement, aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Dans notre esprit, la technologie conserve sa dimension libératrice. Ou à l'inverse, on l'associe à la fin du monde dans un réflexe de peur. Dans les années 60, l'apocalypse s'incarne dans la puissance destructrice de la bombe atomique. Le 16 juillet 1945, l'armée américaine réalise le premier essai nucléaire de l'histoire. 3 semaines plus tard, la bombe atomique est larguée sur Hiroshima. Si l'atome déclenche l'enfer sur Terre, en même temps, il apparaît comme une source d'énergie propre et inépuisable. C'est comme si l'homme avait découvert le feu pour la seconde fois et allumé un brasier qui ne s'éteindra jamais. L'énergie nucléaire influence aussi l'architecture. L'Atomium de Bruxelles voit le jour à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958. L'événement s'ouvre sur le double thème des techniques et de l'humanisme. Sa devise, « Bilan d'un monde pour un monde plus humain ». So welcome, enjoy the view, look up. This elevator was in 1958 in Europe the fastest one. We go to an altitude of 92 meters in 22 seconds. Le futur est toujours très présent chez moi. Le dénominateur commun de tout ce que j'entreprends, c'est comment ce sera demain. À l'inverse, le passé ne m'a jamais passionné. Je supportais les cours d'histoire à l'école, mais j'étais déjà plus intéressé par ce qui était à venir. Quand j'étais enfant, tous les livres que j'empruntais à la bibliothèque avaient soit un vaisseau spatial ou une planète lointaine sur la jaquette. Si la couverture laissait présager que l'histoire se passait ailleurs ou dans le futur, ça m'intéressait. Le futur est au centre de la vie d'Andreas Eshbach. Il est aujourd'hui auteur à succès de romans de science-fiction. Dans les années 60, d'avant les mouvements étudiants, on se passionnait pour la technologie. Une bonne solution devait être technologique. Tout le reste était considéré comme des demi-mesures. Il fallait une machine pour résoudre un problème, ou alors idéalement un médicament. Je pense par exemple à la série Mister Terrific. Le héros avait 3 pilules, 2 petites et une grande. Les 2 premières lui donnaient une force supérieure pendant 10 minutes et la dernière pendant 1 heure. L'idée de remplacer la nourriture par des pilules s'intégrait dans une tendance d'industrialisation de l'être humain. On voulait le réduire à sa fonction primaire. You don't have to worry about diets to take these pills. They rearrange the calories. On s'imaginait un monde où on ne mangerait plus que des pilules, où on aurait des robots à son service. Pour nous, aujourd'hui, ce serait un futur cauchemardesque. Mais à l'époque, on trouvait ça génial. Le futur est en marche. Les technologies innovantes font leur entrée dans le monde du travail. De nouveaux métiers apparaissent.
Automatisation, informatique et cybernétique donnent le coup d'envoi de la troisième révolution industrielle. Watson et Crick découvrent la structure de l'ADN. Les robots se mettent au travail. Et les performances du cerveau électronique promettent de bientôt suppléer aux modestes facultés de nos cellules grises. Imagine, if you can, an electronic brain operating at millions of a second speeds. I say brain because the new electronic central office will almost think for itself. Les années 60, pour le progrès, c'est le temps de l'innocence. C'est une époque formidable qui a suscité des sentiments comparables à une révélation ou une conversion religieuse. La puissance libératrice de la technologie fait son entrée dans le quotidien. La ménagère de demain n'aura plus à mettre la main à la pâte. Dans sa cuisine intelligente, tout sera à portée de boutons. Je me souviens qu'à chaque Noël, à tous les anniversaires, on avait une innovation technique, comme le circuit électrique pour les petites voitures. Toutes sortes de merveilles de technologie. Et on pouvait s'extasier devant ces nouveautés à la télévision. Get your ideal Astrobase today. Okay, Robert can go forward, backward, or in any direction. Shoulder to shoulder, Robert marches to the next station, where his steering controls are locked into place. 10, 9, 8, 7, 6. Pour les enfants que nous étions, le monde était d'un ennui infini. Nous vivions dans un cadre très strict, avec beaucoup de règles et d'interdits, sous la férule de parents autoritaires. Nous avions un immense besoin de satisfaire notre imaginaire. À une époque où les effets spéciaux n'en sont qu'à leur balbutiement, c'est surtout dans la littérature qu'on vient étancher sa soif de liberté et de fantastique. On se plonge dans les romans d'anticipation et on feuillette en cachette les revues de bande dessinée. L'imagination peut alors développer à loisir toutes sortes de visions du futur. Je lis des bandes dessinées depuis toujours, et c'est devenu une passion. Je les ai découvertes avec le journal de Mickey. Je m'en souviens encore parfaitement. Mon père, qui était de la génération qui avait connu la guerre, avait trouvé une pile de Mickey dans un tas de vieux papiers et me l'avait rapporté. C'était mon premier contact avec la BD. En Allemagne, nous avions la série Nick l'astronaute, qui a été lancée début 1958, juste après l'aventure de Sputnik. Le dessinateur Hans-Rudi Wescher est arrivé un jour chez son éditeur, Walter Lenning, qui lui a dit « Il faut absolument faire quelque chose avec Sputnik, une histoire qui se passe dans l'espace. » Alors Wescher a réfléchi. Sputnik, Nick l'astronaute. C'est ainsi qu'est née la première BD de science-fiction allemande. Sputnik stimule aussi l'imagination des dessinateurs de RDA. 10 mois après Nick l'astronaute, ce sont les héros de la revue dessinée est-allemande Mosaïque qui partent à la conquête du cosmos.
C'était là aussi une conséquence de Spoutnik. Il fallait célébrer la victoire des Soviétiques sur l'Ouest capitaliste. Il fallait en parler. Mais les deux séries sont très différentes. Nick l'astronaute vit des aventures classiques de science-fiction. Un héros arrive sur une planète lointaine et se retrouve confronté à toutes sortes de créatures, de dangers et de choses inconnues. Mosaïque était conçue dans un tout autre esprit. D'abord, il s'agissait d'une œuvre collective, et puis elle était sous le contrôle du comité central de la jeunesse libre allemande. De là, deux obligations. Les histoires devaient être conformes à l'idéal socialiste, ou politiquement correctes comme on dirait aujourd'hui, mais aussi être instructives, avec des informations historiques. Dans les années 60, la bande dessinée suscite en France un véritable engouement. Jean-Claude Mézières et Pierre Christin sont les créateurs de Valérian et Laureline. La série demeure l'une des références du 9e art. La bande dessinée française occupe une place quand même assez particulière, française ou franco-belge, par rapport à l'Allemagne, par exemple, où la bande dessinée est quand même un secteur littéraire un petit peu à l'écart. En France, vous pouvez trouver nos bandes dessinées à côté des œuvres de Pierre Bourdieu ou des philosophes. En 1967, Mézières et Christin créent la série Valérian, agent spatio-temporel pour le journal Pilote. Avec ce héros atypique, ils inventent un univers et un genre alors complètement inédits dans la bande dessinée. Quand on a commencé Valérian et Laureline, on revenait des États-Unis, où on avait vécu, et où c'était le grand moment des superheroes. Et en arrivant en France, il y avait très peu de bandes dessinées de science-fiction. Donc, on a pensé que c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose de français, d'européen, et en même temps de faire le contraire de ce qui se faisait aux États-Unis, où les super-héros et le combat entre le bien et le mal étaient fondamentalement le système narratif américain. J'ai choisi de ne pas en faire un héros. Il n'a pas de pouvoir, il est courageux, il est honnête, il est intelligent, mais voilà, il n'a aucune particularité. Et même, j'ai décidé très vite qu'il fallait rajouter quelque chose qui manquait beaucoup dans les bandes dessinées américaines, mais aussi dans les bandes dessinées françaises, c'est-à-dire une héroïne. Puisque les femmes étaient, notamment aux États-Unis, sous la forme du féminisme, et en France où ça arrivait, en train de prendre une grande importance. Je crois que là-dessus, c'était aussi pour prendre le contre-pied d'une certaine littérature américaine qui a quand même perduré très longtemps dans la science-fiction du roman, mais surtout maintenant dans la bande dessinée, c'était que les aliens, tous les extraterrestres ont pris la place des Indiens dans le western, où un bon Indien était un Indien mort, et maintenant c'est un bon alien est un Indien mort. Je ne me souviens d'aucun exemple, ni d'aucune situation dans laquelle les extraterrestres nous auraient appris quelque chose. Les meilleurs, c'était toujours les êtres humains. Pourtant, en première ligne de l'aventure spatiale, on ne trouve ni astronautes ni cosmonautes, mais des pionniers à quatre pattes. Quelques semaines après le lancement de Spoutnik, l'URSS envoie Laika dans le cosmos. La petite chienne est le premier être vivant à s'aventurer en orbite pour un voyage sans retour. Une fois de plus, les Soviétiques dominent la conquête de l'espace. The second Sputnik was not only a tremendous scientific achievement in itself, but in the information received on Laika's long flight into space, the Soviets gained a priceless advantage in any forthcoming race to put a man in space. En Allemagne,
La course à l'espace débarque à la télévision le 17 septembre 1966 avec la série Commando spatial à bord du vaisseau intergalactique Orion. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Commando spatial, c'est une émission qui occupe une place à part dans mon cœur. Pour moi, c'est la meilleure série de science-fiction jamais tournée. J'attendais avec impatience de voir les vaisseaux des Frogs. C'étaient des sortes de petites flèches qui voltaient dans l'espace. Je crois que c'est la toute première série que j'ai regardée à la télévision. J'ai dû voir en premier l'épisode 3, Gardien de la Loi. Die Roboter sollen arbeiten und stattdessen arbeiten die Menschen. In ihrem Speicher muss sich alles umgedreht haben. Wie kann das passiert sein? Dafür gibt's nur eine Erklärung. Die Roboter mussten zwei sich widersprechende Befehle befolgen. Les héros se demandaient s'il fallait régler le bouton des robots sur 17 ou 19. Was nicht Y18? Ja, wenn es Y18 war, worauf hat er umgeschaltet? Auf 17 oder 19? An dieser Stelle sind wir doch rausgegangen. Et là, mes parents ont décidé qu'il était l'heure d'aller au lit. Mais cette question m'a hanté. 17 ou 19 ? Quand je revois l'épisode, j'ai toujours un frisson d'angoisse à ce moment-là. J'ai peur de devoir aller me coucher. L'ambiance était très détendue. Dans cette scène, il y avait un bar, et puis on dansait, en suivant cette chorégraphie assez rigolote. On s'est super bien marré à l'époque. Je dois dire que de temps en temps, on s'en jetait un petit derrière la cravate. Moi, je ne jouais pas, je dansais. On avait créé une danse, le Galuxo, spécialement pour la série. Il y avait 4 couples de danseurs. Et le chorégraphe Bill Méliès, que je connaissais déjà, m'avait dit « Roswitha, il faudrait inventer une danse qui pourrait être à la mode dans 50 ou 100 ans. » Alors j'ai pensé à des mouvements comme ça. Il disait tout le temps « C'est l'heure de la danse des mamours ». Quand on regarde Commando spatial aujourd'hui, ça a quelque chose de très burlesque. C'est un univers à la fois naïf et bizarre, un peu comme des Teletubbies pour adultes. La musique était géniale. D'ailleurs, elle est encore très écoutée aujourd'hui. C'est mon ami Peter Thomas qui l'a composé. Un homme que j'adore et que j'estime, et grâce à qui j'ai fait beaucoup de choses. Vraiment génial. Oui, elle était vraiment futuriste. Les mélodies futuristes envahissent aussi les tourne-disques et les salons, avec des sons de guitare inédits comme le twang. Des groupes comme les Sputnik de Suède ou les Tornados de Grande-Bretagne font résonner la musique des sphères célestes sur les pistes de danse terrestres.
Pendant ce temps, les écrans de télévision diffusent des visions fantastiques du monde de demain. Le téléviseur est la première grande ouverture sur le monde. Il a fait entrer toute la diversité de la planète dans nos salons. See all color shows in living color. Il permet de vivre des expériences simultanées qui ont aussi un caractère interactif. Une sorte de correspondance naît entre l'événement et le téléspectateur. Le téléviseur nourrit l'imaginaire de millions de cerveaux. On imagine le futur. Comment vivra-t-on demain et où habitera-t-on? L'humanité quittera-t-elle la Terre? Va-t-elle coloniser le fond des mers ou même l'espace? Le choc de Spoutnik se répercute dans l'architecture. Il crée une dynamique incroyable. On va voir naître beaucoup de projets utopiques qui se fondent sur une forme d'hédonisme, sur l'effacement des frontières, des idées de ce genre. Mais un grand nombre de ces programmes d'urbanisme des années 60 n'ont jamais vu le jour. C'est une période visionnaire, très riche du point de vue de la réflexion, mais finalement pauvre en réalisations concrètes de ce type. Le travail d'Archigram incarne bien cette démarche. C'était un collectif d'architectes britanniques qui avait choisi de s'exprimer au travers d'un tout autre média. Ils ont sorti les plans et les maquettes de leurs projets du contexte purement professionnel, en les diffusant sous forme de bande dessinée. Les premières publications d'Archigram sont plutôt des revues. On pourrait même parler de fanzines. Et elles utilisent de façon très directe le langage et les symboles de la BD, des voyages dans l'espace et des séries de super-héros. L'artiste suisse Walter Jonas fait partie des précurseurs dans le domaine de l'architecture. Ce n'est pas un bâtisseur, mais un homme avec des visions et des idées. Ja, mit Ideen ist es so eine Sache, man weiß selber nicht, wie man auf Ideen kommt. Walter Jonas est une figure intéressante de l'époque. Il occupe une place un peu à part parce qu'il n'est pas architecte. Il n'a jamais rien construit. Il est artiste de formation. Mais il a consacré une bonne partie de sa vie à un projet visionnaire, une forme d'habitat très particulier, baptisé les cités entonnoirs. In Afrika finden wir Bauten, die ungefähr dieser Form entsprechen, die bis zu unseren Dächern in unserer Zeit führt, die wir auch in den Pyramiden finden, als riesige Steinbauten bei diesen Grabdenkmälern. Aber in dieser Lösung hier sehen wir die Umkehrung. Das Haus öffnet sich gegen den Himmel, berührt den Erdboden kaum mehr. Der Himmel wird zur eigentlichen Landschaft, zur Landschaft, welche dem großen Abenteuer der modernen Menschheit entspricht. Et comme un entonnoir ne vient jamais seul, dans l'esprit de Walter Jonas, ils devaient être reliés entre eux pour former une sorte de faisceau. On a donc une campagne verdoyante et des espèces de grands champignons qui sortent de terre et qui sont connectés les uns aux autres. C'est ainsi qu'il imaginait la chose. Nun bilden wir einen Trichter aus einem kleinen Karton. Wir sehen noch einmal die gute Ausleuchtung des Inneren des Trichters, er ist wie eine Blume. Verbinden wir mehrere Trichter miteinander durch Brücken, so ist dieses Gebilde von größter Stabilität und Standfestigkeit. Ein kleines Erdbeben zeigt dies. Die Trichterstab bleibt stehen. Chaque entonnoir est un complexe d'habitation qui peut accueillir environ 3000 personnes. Son empreinte est réduite. Aujourd'hui, on parlerait de faible empreinte carbone. La question de l'écologie était déjà très importante à l'époque. Es ist morgen, die Sonne geht auf, es ist Mittag, alle Trichter sind hell ausgeleuchtet. Wir sehen sehr gut die Brücken, die die einzelnen Trichter verbinden und stabilisieren. Der Fußgängerverkehr hoch über dem Erdboden kann gefahrlos stattfinden. Derrière ce projet, il y a aussi l'idée d'une utopie communautaire. Le complexe s'organise autour d'un cœur verdoyant, d'un étang ou d'un parc, et les logements sont répartis autour de ce noyau. Et je ne sais pas si on aurait pu tenir très longtemps là-dedans.
On a du mal à imaginer que ce bonheur collectif imposé puisse véritablement se réaliser. Vom Erdboden aus bietet die Intrastadt ein solches Bild. Wir haben gewaltige Verkehrsräume gewonnen für den Autoverkehr bei dichtester Besiedlung. Die Stadt ist auch sehr durchsichtig nach allen Seiten. Dans les années 60, on avait une vision très optimiste du progrès et des possibilités qu'offrent les matériaux. Il y a eu toute une réflexion autour du plastique, par exemple, avec la maison en plastique, l'enveloppe en plastique. On s'intéressait beaucoup à sa grande malléabilité. On imaginait des capsules qui pourraient être démontées et remontées à l'infini. On se représentait la maison comme une unité indépendante, qui, une fois construite, pourrait être réinterprétée, transformée en permanence au gré des avancées technologiques. On croyait que dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, on évoluerait comme ça, dans des capsules d'habitation, des bulles de plastique. Mais ça ne s'est pas réalisé. Pendant que l'architecture rêve d'utopie, l'astronautique fait des progrès bien réels. En 1961, Youri Gagarin est le premier homme à effectuer un vol spatial. 4 ans plus tard, le cosmonaute Alexeï Leonov ose la première sortie extravéhiculaire dans l'espace. C'est une époque bénie pour les rêveurs, les pionniers et les non-conformistes. Et l'artiste Charles Wilp fait partie de cela. Ce touche-à-tout natif de Düsseldorf n'est pas seulement photographe, musicien et compositeur, c'est aussi un publicitaire précurseur. Ses œuvres d'art sont placées sous le signe de la navigation spatiale. Voici l'explosion gelée. C'est le réservoir du satellite Cluster qui a éclaté lors de sa chute. Et Charles en a fait cette œuvre en souvenir de son travail avec Yves Klein. C'est une sculpture vivante. La feuille d'aluminium se dilate sous l'effet de la chaleur et quand l'air se rafraîchit, elle se rétracte. L'explosion d'Ariane 5, qui devait mettre en orbite les satellites de la mission Cluster, est à la base de cette installation. Les débris ont été récupérés dans la mangrove autour de Kourou pour être analysés par les enquêteurs. On voit très bien le tissu avec son motif alvéolaire ici. Après l'enquête, on a reçu un appel. Charles, un convoi exceptionnel va arriver chez toi pour t'apporter les débris. Fais-en quelque chose. Il avait la chance de connaître la bonne personne. Tout artiste rêve de se voir offrir une occasion pareille. Chez nous, elle est arrivée à notre porte. Charles Wilp était un homme très complexe. Tout le monde croyait le connaître. Et en réalité, personne n'arrivait à le cerner. Il était artiste, photographe, publicitaire, musicien et compositeur. Le couronnement de sa carrière et de sa vie, c'est quand il est devenu astronaute et qu'il a travaillé en apesanteur à bord d'avions. À défaut de s'aventurer dans l'espace, Charles Wilp effectue de nombreux vols paraboliques qui lui permettent de créer en apesanteur. Il ne voulait pas être un artiste ordinaire. À l'époque de Werner von Braun et de Rudolf Nebel, le lien avec l'espace était déjà là. Et Charles est allé partout pour dire « Ce que vous faites m'intéresse, je veux en savoir plus. Parlez-moi de ce que je peux faire, racontez-moi vos expériences. » Il avait un projet visionnaire, un module arrimé à la station spatiale qui serait la première école des beaux-arts dans l'espace. Tout le monde pourrait y aller, au sens de Joseph Beuys, où chaque homme est artiste, mais aussi des scientifiques, des politiciens, tout le monde. Et pour vivre sa dimension créatrice, il suffisait de se retrouver dans un module vide et d'expérimenter l'apesanteur, la plus grande des œuvres d'art. La campagne que Charles Wilp a conçue pour Africola a révolutionné le monde de la publicité.
Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up Cola, Africola. La publicité pour Africola a été un jalon important dans sa carrière. Die Africola-Lust. Die Erde ist ein Paradies mit Africola. Lustvolle Gefilde Africola hungriger Gefühle. Die Frau wird Frau und frei. Girl Power, Frauenlib und Männerfreiheit. Il était à Huntsville, en Alabama, pour rendre visite à Wernher von Braun. Ce dernier lui a montré le centre de vol spatial et notamment la fusée Saturn V. Toute l'installation se trouvait sous une tente réfrigérée. Et à travers cette bâche en plastique couverte de buée, il a vu un technicien ouvrir et fermer la porte d'un casier qui comportait bien évidemment la photo d'une pin-up. C'est là qu'il a eu l'idée de la publicité Africola. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up Cola, alles ist in Africola. Il l'a d'abord proposé aux Américains, à Coca-Cola, mais selon son expression, ils étaient trop prudes. Sexy Cola, Stimmungselixier. Super Cola, alkoholfreies Partygetränk. Flower Cola, Erfrischung auch bei schlechtem Wetter. Pop-Up Cola, das alte Rezept und die neue Konzeption. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up Cola, alles ist in Africola. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Bei vollem Verstand. Wach und mobil mit Africola. Les gens qui étaient enfants ou adolescents dans les années 60 s'en souviennent très bien. Certains disent « Cette publicité, on voulait la voir, mais les parents nous en empêchaient. Elle était trop sensuelle. » À l'inverse, d'autres disent « Mon père est allé me chercher au lit et il m'a dit « Il faut que tu vois ça. C'est ça le futur. » Ob sie sich eines Tages wohlfühlen werden in dieser Zukunft aus Plastik und Chrom? Auf uns wirkt dies alles noch ein wenig unpersönlich, als eine kalte, luxuriöse Pracht. Ausgestattet mit ausgeklügelten Raffinessen. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes avaient occupé d'autres fonctions. Et après le conflit, elles étaient redevenues des ménagères parfaites, sous l'emprise de la technologie. Der arbeitsreiche Alltag der Hausfrau wird darin bestehen, ein wachsames Auge auf die Roboter zu werfen. Die lautlosen und zuverlässigen Dienstboten des Jahres 2000. Il y avait la promesse d'une libération, mais en même temps, c'était le moyen de les garder sous contrôle, de les rendre inoffensives. Et de toute manière, il n'y avait pas de femmes dans l'espace. L'aventure spatiale et la science utopique permettaient de se débarrasser d'elles, de les tenir à distance. Ein letzter Schlummertrunk und dann ins thermostatisch beheizte Bett. Zukunftsträume von morgen. Par la suite, on les a vus réapparaître en tant que sex symbole de l'espace. Mais c'était une aliénation totale. C'était des caricatures outrancières qui n'avaient rien à voir avec les vraies femmes. Pour faire carrière dans le fantastique, les femmes doivent être dotées d'atouts atomiques. C'est le cas de Barbarella, l'héroïne de l'espace court vêtu née sous la plume du dessinateur Jean-Claude Forest. Sa première apparition en 1962 enflamme l'imagination des lecteurs de sexe masculin, jeunes et moins jeunes. On pourrait dire qu'en Europe, c'est la première BD qui était clairement destinée aux adultes. La bande dessinée était un peu considérée comme de la pâtée pour analphabètes, du divertissement de troisième zone pour adolescents boutonneux. Quand on était une personne digne de respect, on ne lisait pas ces histoires illustrées. Barbarella est une héroïne de l'espace qui voyage d'une planète à l'autre. Mais le but de la manœuvre, c'est tout de même qu'elle se retrouve nue aussi vite que possible. À l'époque, on ne pouvait pas aller sur les sites porno en un seul clic de souris. C'était encore quelque chose de secret et de caché. Alors voir une héroïne pareille, c'était sensationnel.
Les premiers épisodes sont parus dans une revue érotique qui n'était pas très à cheval sur les convenances. Les dessinateurs qui publiaient dans ce magazine avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient s'affranchir des règles de la bienséance. C'était une parution dans un petit journal et j'avais vu quelques pages comme ça et j'avais trouvé que le graphisme de Jean-Claude Forest était très novateur. D'abord parce qu'il y avait une nana, encore une fois. Lui a vraiment lancé la première héroïne dans bande dessinée moderne et très importante. La parution de la BD a provoqué quelques remous en France. La censure est montée au créneau. Mais l'adaptation cinématographique avec Jane Fonda a confirmé que quelque part, oui, bien sûr, on avait le droit de faire ça en bande dessinée. Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is Love. Good many dramatic situations begin with screaming. see Barbarella do her thing with the nice angel, with the warm, friendly Iceman, with the cold, evil Black Queen. Hello, pretty. Bien sûr, on peut trouver que les BD comme Les Aventures de Jodelle ou Barbarella sont sexistes. Et on l'a souvent dit d'ailleurs, parce qu'elles représentent les femmes telles que les hommes ont envie de les voir. Et puis les dessinateurs étaient le plus souvent de sexe masculin. Mais il y a un autre aspect à souligner à mon avis. Tout d'un coup, les femmes qui étaient plutôt absentes de la bande dessinée se retrouvent au premier plan. C'est l'une des facettes de cette mutation sociale et culturelle qui va se produire à partir de 1968 et dans les années qui suivent. Les albums de Valérian et Laureline baignent dans cette atmosphère de renouveau. Le style graphique inhabituel de Jean-Claude Mézières et les personnages originaux de Pierre Christin font le succès de la série. Je suis en plus un dessinateur irresponsable. Ça, alors là, ils se débrouillent, les gens. Moi, je dessine un truc avec la tête en bas, je dessine un truc plus grand, petit, posé comme ça, parce que ça m'amuse de le faire comme ça. Et mes lecteurs, c'est ça qui est important, il faut qu'ils croient à la réalité de ça. Le reste, comment ça circule, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Et Valérian nous a en fait servi d'essai et en même temps d'apprentissage. Et avec le fait que le côté très novateur de la bande dessinée de science-fiction nous a donné les faveurs d'un public qui découvrait en même temps un personnage féminin, et évidemment en disant « elle est chouette, votre nana ». Valérian est plus faible psychologiquement. D'ailleurs, ça lui arrive de trop boire. Ça lui arrive de commettre quelques incartades sexuelles qui ne sont pas du meilleur goût. Laureline va savoir utiliser des moyens plus doux, mais au fond a toujours une grande confiance en elle, que ne voit pratiquement jamais effritée nulle part. Elle ne craint rien. Lui, parfois oui, il a des brèches.
l'état d'esprit est incroyablement différent entre les années 60 et les années actuelles. Les années 60, c'était des années optimistes. C'est-à-dire que ce soit en Union soviétique, que ce soit aux États-Unis, la grande affaire, c'était la conquête de l'espace. On pensait que le pays qui occuperait la Lune deviendrait le maître du monde. Et en même temps, c'était rassurant parce qu'on espérait que ce serait une rivalité pacifique, un peu comme les Jeux Olympiques ou un match de foot. Une compétition haletante avec deux superpuissances qui se poursuivaient à tour de rôle et se défiaient l'une l'autre. L'objectif de la course à l'espace, c'est la Lune. Notre satellite est la première étape de l'aventure interplanétaire de l'humanité. Le compte à rebours est lancé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire command. We live in an age of unprecedented technological achievements, scientific adventures whose full benefits to mankind cannot as yet be fully foreseen. Yet man's greatest adventure may be more than a monumental landing on the moon. J'oublie toujours la date. C'était en 69 ? July 16th, the day had come. The moon awaited. The men rose early, ate breakfast, and dressed in their spacesuits. Astronaut Edwin Aldrin Jr. would pilot the lunar module, and astronaut Neil Armstrong would serve as mission commander. Armstrong would be the first man to step upon the moon. L'alunissage. Ça, je l'ai suivi. Il fallait voir ça. On ne pouvait pas manquer un événement pareil. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Pour nous, en Europe, ça s'est passé pendant la nuit. Et notre maîtresse nous a dispensé des 2 premières heures de classe le lendemain matin. Je me souviens, j'avais 11 ans, j'étais en pyjama devant la télé et je trouvais tout ça à mourir d'ennui. C'était à peu près comme l'échographie d'un fœtus. On voyait surtout des interférences. Je savais que des monstres n'allaient pas surgir de derrière un cratère. 1400 feet, still looking very good. 700 feet, 21 down, 33 degrees. 100 feet, down at 19. 1201. 1201, roger, 1201 alarm. Piloter cet engin, c'était rocambolesque. Il devait entrer des lignes de code dans la machine pour lancer les programmes qui corrigeaient sa trajectoire. L'équipement informatique dont il disposait, on le trouverait tellement primitif aujourd'hui qu'on n'en voudrait même pas pour une machine à laver. It's one small step for man, one giant leap for mankind. On pensait que c'était le premier pas. Ensuite, on irait sur Mars, on allait construire des stations spatiales dans l'univers, des villes sur la Lune, etc. Pour moi, c'était l'évidence même. That's all right, I don't mind a bit. Il y a cet instant extraordinaire. Buzz Aldrin et son équipe sont en train de tourner autour de la Lune et tout d'un coup, ils ont l'idée de renverser la caméra. Jusque-là, ils n'avaient filmé que les cratères, un panorama certes inédit et fascinant. Puis, ils tournent l'objectif vers la Terre et là, c'est époustouflant. L'impact de l'image est tel qu'il produit un élargissement du champ de conscience. En ce sens, l'alunissage a été une grande avancée spirituelle, parce qu'il nous a permis de contempler de nos yeux notre situation dans l'univers.
La mission Apollo 11 est le triomphe de l'ingénierie humaine. Plus de 500 millions de téléspectateurs suivent les premiers pas d'Armstrong et Aldrin sur la Lune. C'est le premier événement médiatique d'envergure mondiale. Mais la foi des années 60 dans les bienfaits du progrès ne devait pas résister à la marche de l'histoire. Si on nous avait dit à l'époque que tout ça ne se réaliserait pas, que le monorail ne serait jamais notre moyen de transport, que beaucoup de choses resteraient comme avant, je crois qu'on aurait été très surpris. La beauté de la technologie des années 60, c'est qu'elle proliférait en périphérie de l'être humain. Le vaisseau spatial décollait et ça ne changeait rien à ce que nous étions, ou à l'image idéale que nous projetions de nous-mêmes. Aujourd'hui, la technologie transforme l'homme de l'intérieur, et c'est quelque chose d'angoissant. Nous sommes connectés en permanence et nous en voyons bien les effets qui peuvent être très néfastes. La technologie a perdu son innocence, et c'est toute la différence. D'une certaine façon, nous vivons dans une époque sans futur. Ou plutôt, en tant que futurologue, nous devons réinventer le futur.